Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est quoi ça? C'est Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, André Berkoff, le chef-d'œuvre spatial de Stanley Kubrick. Et bien aujourd'hui sur Sud Radio, c'est d'une grande aventure cosmique dont nous allons parler avec le très grand écrivain algérien Boualem Sansal qui publie un nouveau roman d'anticipation, André Berkoff. Oui, ce n'est pas sans sel, ce n'est pas la cuisine sans sel, Boualem Sansal. Voilà. Non, d'abord on est très heureux d'accueillir Boualem Sansal, qui est un grand écrivain, mais qui est un écrivain courageux, qui est un écrivain qui dit les choses, et c'est très très important. Vous savez, dans un univers où beaucoup de gens se couchent, lui, c'est un écrivain debout. Et il dit les choses, et c'est une des voix majeures de la littérature contemporaine, c'est vrai. Et moi, je dois dire que, pourquoi pas parler de soi, le premier livre que j'avais lu de lui, c'est Le village d'Allemand. En 2008, je me rappelle, j'avais été bouleversé par ce, et je dis aux éditeurs, d'ailleurs, lisez les livres de Boualem Sansal. Lisez, si pour ceux qui n'ont pas lu Le village d'Allemand, formidable, La rue d'Arwin, Le serment des barbares, évidemment. Voilà, il a fait beaucoup de choses et il continue à faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il sort un livre qui s'appelle tout simplement Vivre. Et vivre, est-ce que ce n'est pas le mot d'ordre de chacun d'entre nous? Mais vous allez voir, c'est un vivre très, 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 très spécial, Céline. Et oui, dans ce nouveau roman donc de Boualem Sansal, eh bien, on retrouve vraiment sa verve caustique et gouailleuse. André Berkoff, il sera avec nous donc dans un instant sur Sud Radio pour en parler. Et bien entendu, on parlera aussi de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et du radicalisme donc religieux qui menace nos démocraties. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Reconnu Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. André Berkoff, si un extraterrestre entrait en contact avec vous pour vous dire que la fin du monde approche et qu'il vous incombe, André, de sauver des personnes, qui choisiriez-vous, André? De sauver? Oui. Moi-même. Et puis quelques personnes comme ça, éventuellement, hein, Boualem. Commencer par soi-même, et puis les copains. Les copains, voilà, absolument. Exactement. Eh bien, ce dilemme, les héros de votre nouveau roman, Boualem Sansal, qui s'intitule donc Vivre, y sont confrontés. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Merci. Sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors, le personnage central de votre livre s'appelle Paolo. Il fait partie des rares humains, les appelés, donc choisis par une puissance mystérieuse pour recevoir et diffuser un message terrible. Dans 780 jours, la présence des hommes sur Terre prendra fin. Une minorité d'élus sera alors sauvée et conduite sur une autre planète que vous appelez Terre-Neuve. Alors, dites-nous, qui sont ces appelés? Pourquoi et de quelle façon ont-ils été choisis? Alors d'abord, il faut... ce que je raconte dans ce roman, c'est de la vieille histoire. Depuis toujours, le monde vit sur cette idée de la fin du monde. Dieu venant de Dieu ou de je ne sais quoi, et puis qui déclenche des processus d'imagination. On imagine des secours qui viendraient soit des magiciens, soit des dictateurs, des leaders maximaux, bien aimés, qui vont donc solutionner les problèmes de l'humanité, soit de divinités qu'on invente. Alors, on a été chercher des sauveurs partout, sauf dans la science. Or, moi je pense, j'ai l'intime conviction que notre condition de terrestre est finie, que nous sommes en train de devenir des extraterrestres. Nous avons maintenant une nouvelle connaissance de l'univers.
La cosmologie a fait ces dernières années des progrès considérables. Maintenant, on commence à voir la structure de l'espace. C'est terrifiant, c'est très étonnant et très riche. On découvre des exoplanètes qui ressemblent maintenant à la Terre, où il est possible d'aller vivre. Et puis les dernières découvertes là qui ouvrent c'est pas des portes mais des portails. La physique quantique, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique. Bientôt, et déjà maintenant, et bientôt on va se trouver avec des instruments méthodologiques scientifiques extraordinaires. Déjà, les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui sont infiniment plus cultivés que nous, ils savent tout. À travers Wikipédia et tout ça, ils savent tout. Ils sont des milliards de fois plus rapides que nous, et bientôt des milliards de fois plus intelligents que nous. Ah, vous croyez? Oui. Vous croyez que l'intelligence artificielle, Boilem, sera plus forte que l'intelligence humaine? Elle est déjà beaucoup plus forte. Hein. Déjà, elle résout des problèmes que nous, on ne sait même pas les lire. Comment les lire? C'est tellement ils sont compliqués. Et maintenant, on est rentré dans un processus comme ça exponentiel. Dans très peu d'années, on va disposer de logiciels intelligents. Déjà, par exemple, les éditeurs commencent à s'inquiéter parce que l'ordinateur quantique va bientôt pouvoir écrire des romans qu'aucun humain ne peut égaler. Ah oui, pas seulement ChatGPT. Ah oui, mon cher Berkoff, vous allez bientôt inviter ici des ordinateurs quantiques. C'est très bien. Pour parler de leur roman. Pour parler de leur roman. Alors, dans votre roman, Boualem Sansal, une entité extraterrestre donc a décidé de sauver l'humanité et elle a décidé donc de confier à ceux que vous appelez les appelés une mission ultra délicate, faire le tri de l'humanité et choisir, je vous cite, des êtres dignes de confiance qui pourront participer à la fondation d'une humanité nouvelle. Elle leur fait peser une sacrée responsabilité morale sur leurs épaules quand même, à ces appelés. Mais il en a toujours été ainsi. Les prophètes ont choisi qui ils voulaient. Dieu a choisi qui il voulait. Il a choisi Abraham, il a choisi Moïse, etc. Et puis eux-mêmes ensuite choisissent les copains d'abord, hein, eux-mêmes et les copains d'abord. Et puis ensuite tous ceux qui peuvent les servir. Donc ils font un schéma de ce que devrait être la nouvelle vie, la nouvelle humanité. Donc ils composent leur soupe, un peu de ceci, un peu de noir, un peu de blanc, parce qu'il faut préserver peut-être les structures sociales. Ils font leur dosage, leur cuisine. Ouais. Et là, et toujours la divinité qui intervient dans ce processus annonce qu'elle ne peut pas sauver tout le monde. Eh oui, c'est ça. L'Arche de Noé ne pouvait contenir qu'un certain nombre de... voilà. Ouais, l'Arche de Noé, ça contenait un nombre très limité. Très limité. Et là aussi, donc on a... l'entité dit qu'elle peut sauver 4 milliards d'habitants, pas plus, alors que nous sommes déjà 8. Donc, problème moral de la sélection. Eh oui, parce que certains appelés disent effectivement on nous accusera peut-être de crimes contre l'humanité et de génocide pour ceux que nous laisserons sur Terre, dit l'un d'entre eux. Cette opération Arche de Noé, elle est complexe pour eux quand même. Hein. Oui, imaginez, je ne sais pas, en tant que mère de famille, vous avez 3 enfants et puis on vous dit vous pouvez en sauver un seul. Vous imaginez le drame que ça va être, c'est vraiment dramatique. C'est le choix de Sophie de William Styron. Des choix terribles. Et puis, est-ce que ceux qui vont être sauvés, est-ce qu'ils pourront vivre avec cette infamie? Bon, on a été choisi, mais pourquoi? D'où la naissance du wokisme aujourd'hui. C'est des gens qui disent nous on est riches, on a tout, notre richesse, notre bonheur s'est construit sur l'exploitation des Africains, des trucs, et il faudrait aujourd'hui leur restituer un peu d'eux, mais enfin la démarche est... il fallait pas voler, quoi. Maintenant que c'est fait, quoi. Justement, sur ce sujet du wokisme et de l'écriture inclusive, de l'éducation nationale aussi, il y a quelques pages féroces et remplies d'humour. Comment ça se passera sur cette terre neuve? Qu'en sera-t-il? Alors, je pense que les humains sont en train de sortir des narratifs que nous avons construits depuis, des narratifs religieux, magiques, etc. Et nous allons rentrer dans des narratifs qui vont tout emprunter à la science. Et ce que serait la science dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 20 000 ans. Donc on fait des projections
Donc là, on est dans la deuxième partie du roman, on est à 1,5 milliard d'années d'aujourd'hui. Et donc, il a fallu construire des schémas scientifiques très, très compliqués. On en a déjà une idée, hein, parce qu'aujourd'hui, la physique quantique nous dit déjà, et elle le démontre assez, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, la matière n'existe pas, et même l'énergie, on était à un moment donné, on croyait que tout ça se réduit. Le temps est une énergie, l'espace est une énergie, la matière est une énergie. On découvre même aujourd'hui que l'énergie n'existe pas. Oui, peut-être on va un peu vite en besogne, non? Voilà, oui, mais la nouveauté, c'est que grâce maintenant aux accélérateurs de particules, on fait des expériences qui le montrent. Que là où il y a de la matière, il y a de l'antimatière. Là où il y a de l'énergie, il y a de l'anti-énergie. Et qu'on ne peut pas rassembler parce qu'elle s'annihilerait. Matière plus antimatière. Zéro en l'occurrence. Oui. Voilà. Bon, j'ai mis ça tout à fait à la fin parce qu'il faut avoir quelques connaissances. Voilà, la question que je vous pose, vous avez souvent parlé de choses d'aujourd'hui, vous êtes arrivé effectivement d'aller vers la science-fiction ou je ne sais pas, la quantique fiction. Qu'est-ce qui vous a pris là, par exemple, Boualem Sansal, de dire je vais pas parler de ce qui se passe en ce moment, de l'état du monde, je vais parler de ce qui va se passer justement dans 1 milliard d'années ou plus, etc. Et ce côté de dire, parce que derrière, on sent d'ailleurs dans votre livre, en disant le monde tel qu'il va, ça suffit comme ça, peut-être qu'il faut vraiment commencer à faire le ménage. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé? Mais tout à fait, c'est une question de pédagogie. Si on veut sortir de nos problèmes, alors où on essaie de les résoudre, et apparemment on ne peut pas. On ne sait pas, on est 8 milliards, c'est trop compliqué. Les conducteurs d'hommes, il n'y en a plus. On n'a plus d'hommes d'État, on a perdu l'art de gouverner des empires, des choses compliquées. Et donc, il vaut mieux se projeter dans le futur. Comme ça, on oublie le présent. Oui, plutôt que de chercher à le régler, on sort, c'est mieux. Mais c'est pas une évasion, ça, quelque part? Non, on s'évade. Oui, il y a ce côté-là. C'est que on peut pas résoudre les problèmes, mais oublions-les. Ouais, d'accord. Oublions-les et puis rentrons dans ces nouveaux paradigmes qui nous offrent des moyens plutôt que de résoudre les problèmes. Inventons de nouvelles situations où ces choses-là n'existent pas. Mais ce qui est intéressant, Boualem Sansal, c'est qu'en même temps là, votre humanité là, ou il faut choisir, que les appelés vont choisir. Il y a tout, il y a les wokistes, les islamistes, les sionistes, les ceci, les cela. C'est notre humanité à nous, ça. Oui. C'est la nôtre. Oui, or, donc, vous puisez dans l'humanité telle qu'on la vit aujourd'hui. Oui, bien sûr, on parle de l'existant. C'est ça, on parle de l'existant. Il n'est pas réjouissant, et puis en plus il est tellement compliqué qu'on ne sait pas, parce que nous, quand on dit l'autre était l'ennemi, mais lui il dit la même chose de nous. C'est mon ennemi premier. Moi j'étais étonné en Algérie quand l'islamisme est arrivé, que l'islam s'est radicalisé, tout ça. Ils nous traitaient ils nous accusaient d'impiété, et nous on les accusait de fous. Et oui, donc on est dans des... Et si tous les deux on s'accuse, qui va rendre justice? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Alors donc ce sont les appelés qui sont appelés à rendre justice, là. Oui, voilà. C'est ça. En sélectionnant ceux qui sont les moins nocifs. Les moins nocifs, ou peut-être les plus intelligents, ou qui ont des dispositions mentales à se projeter dans l'avenir, c'est pas évident. Les enfants le font naturellement. Ils apprennent une langue en 3 mois, ils apprennent à vivre en 15 jours, à marcher en 1 semaine ou 2. Et si on pouvait récupérer cette aptitude chez les adultes, ce serait formidable. Cette formidable énergie, oui, qui est là. On apprendrait une nouvelle langue en 3-4 jours. Oui. Et dans ce nouveau monde que vous imaginez dans ce roman, c'est l'un des appelés plutôt imagine un monde, parce que ça leur pose effectivement des problèmes de conscience, le choix par rapport aux différentes religions. Ils imaginent un monde sans religion,
religion, sans fanatisme. Vous dites même que le nombre d'élus musulmans va être réduit. Non, mais pas seulement. Moi, je voudrais lire, Céline, c'est ce que vous avez. C'est très intéressant. Paolo, l'un de vos héros. Enfin, ouais, c'est le héros. Je sais le héros. Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce que vous dites ceci. Et là, on voit les tendances. Les tendances World Forum, les tendances Klaus Schwab et Bill Gates de Boualem Sansal. Si je m'écoutais, j'ordonnerais la mise à mort d'un bon quart de la population mondiale. Je mettrais dans la charrette, c'est très intéressant ce passage, je mettrais dans la charrette les dictateurs, les assassins, les marchands d'armes, les cambrioleurs et les squatteurs des maisons de pauvres, les riches qui ne payent pas leurs impôts et leurs complices de l'administration, les oligarques et leurs pégis à fourrure, les princes héritiers à scandale, les pollueurs de rivières et des nappes phréatiques, les pédophiles, les terroristes, les islamistes, les djihadistes, les wokistes, les gauchistes détourneurs de peuples et violeurs de conscience, les artistes qui font des yeux de velours aux monarques de la semaine alors qu'ils se doivent au peuple qui les enrichit en consommant leur navet par patriotisme débile, les philosophes en casque et galons dorés qui murmurent à l'oreille des roitelets en mal de grandeur. Mais vous décrivez complètement notre société là. Il y a tout. Ouais, tout le monde y passe là. Ouais. Il a la haine vorace. Dites-vous, votre héros. Hein. C'est un peu la réalité, hein. Je veux dire que bon, il y a des degrés, il y a wokistes et wokistes, il y a des wokistes gentils. On peut peut-être les redresser, les corriger, les ramener à. Mais sinon, oui, les leaders de ces gens, enfin surtout, il y a aussi des dictateurs éclairés, donc on pourrait peut-être les garder ceux-là. Les despotes éclairés. Les despotes éclairés, donc. Et voilà, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire quand on tient une réalité, il y en a une autre derrière. Hein, donc il faut aussi ouvrir la porte suivante pour voir. Les dictateurs sanguinaires comme on en a en Algérie, on a connu que ça. Je pense qu'il y a pas à discuter. Donc on les élimine. Mais ce qui est intéressant, c'est les intellectuels, les artistes, les oligarques. Vous parlez de toutes nos sociétés. Hein. Oui, parce que je parle des gens qui dirigent. Mais parce que eux, ils ont une fonction sociale. Un artiste. Un journaliste, ils ont une fonction sociale qui est aussi de participer à l'éducation, éclairer les consciences et aider. Et ils ne font pas ça. Ils rentrent dans la cour du roi. Ils deviennent des courtisans misérables. Pourquoi ? Pour 3 sous, pour manger à la table du prince une fois tous les 6 mois. Et ils oublient leur fonction sociale. Moi, par exemple, j'ai eu souvent à reprocher aux intellectuels de nos pays, Algérie, tout ça, qui vivent en France. Et vous êtes arrivé, maintenant vous vivez dans un pays riche, démocratique, vous avez maintenant tout ce dont vous avez rêvé quand vous étiez en Algérie. Le confort, maison chauffée, les transports qui fonctionnent bien, etc. Mais essayez de rendre quand même un peu d'abord au pays qui vous a accueilli. Déjà, en étant respectueux de ses lois et de ses coutumes. Et s'ils pouvaient en plus, de temps en temps, retourner à votre pays, amener un peu de lumière, on n'en serait pas là. Ben non. Et s'ils se mettent au service de leur petit ego, de leur petit... Ça, c'est effrayant. Les gens qui abandonnent leur fonction sociale. Oui. Alors, il y a un détail qui m'a frappé dans votre roman, c'est que le pape fait partie des appelés. Le pape. Le pape fait partie des appelés. Oui, parce que je raconte des histoires de en Italie, parce que les appelés et les élus, donc ils savent qu'ils vont partir dans une autre étoile, mais ils veulent aussi emporter avec eux ce qui les a fait. Hein. Donc il y a ce conseiller municipal qui va voler la Vierge et ils amènent un peu de leur religion, et puis donc on lui demande de restituer parce que on ne le croit pas quand il dit quand il parle de cette fusée qui va venir les chercher, on ne le croit pas, on pense qu'il est faux, il dit il faut restituer quand même la Vierge. Et lui, il a été la cacher sous le lit du pape. Mais qui va fouiller la chambre du pape Et donc finalement, le pape fait partie de... Alors que c'est un grand wokiste, hein. Oui, c'est ça. Eh oui. Un pape wokiste, mais vous le rattrapez quand même. Oui. Je pense qu'on peut le rattraper. On peut le rattraper.
En tout cas, comment cette aventure mystico-spéciale va-t-elle se terminer, Boualem Sansal, sur un happy end glamour avec l'entité sur un vaisseau Star Trek ou dans l'asile des fous, avec les chevaliers de la table ronde à la sauce anglaise, écrivez-vous. Eh bien, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et vous nous répondrez à cette question. Comment cette aventure se termine? À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. E.T. Phone Home. Phone Home. Phone Home. Exactement, le film de Steven Spielberg, André Berkoff. Boualem Sansal, les extraterrestres existent-ils? Sommes-nous seuls sur Terre? C'est probablement, je dirais, l'une des questions les plus profondes que se pose aujourd'hui encore, qui se pose encore aujourd'hui à l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Sur l'existence des extraterrestres. Oui. Ouais. Mais on ne peut pas imaginer que nous sommes les seuls vivants dans cet univers. C'est pas possible. Donc, c'est a priori, oui, il existe des extraterrestres. Mais si les extraterrestres existent, nous sommes des extraterrestres. Oui. Nous faisons Pourquoi partie. nous nous appelons terrestres? C'est parce que nous habitons une planète que nous avons nommée Terre. On aurait pu l'appeler Mars. Et on serait des Martiens. Ouais. Donc, mais en quoi, vous pensez que nous sommes des extraterrestres nous-mêmes? mais oui, et je peux. Mais où sont nos vaisseaux intergalactiques, Boualem? Et nous avons presque la preuve que nous venons de l'univers. On arrive à il y a on a observé dans l'espace l'existence de molécules très, très complexes. Donc, il y a de la vie qui circule dans l'espace sous forme de molécules, d'amas de molécules, et peut-être d'organismes complètement constitués. Vivants. Et c'est comme ça que l'humanité s'est faite. Mais sinon, à moins d'accepter l'explication religieuse. Oui. Enfin, Dieu a pris de la glaise. Dieu a créé il le nous a monde, fabriqué etc. avec de la glaise. Oui, vous à dites son en fait image. que si on n'a pas l'explication religieuse, on peut dire qu'on est fait de corpuscules qui ont circulé dans l'univers Oui. et qui sont concentrés sur une planète qui s'appelle Terre, quoi. Pas C'est seulement, ça. sur toutes les planètes. Sur toutes les planètes, ouais. Alors, dans les planètes qui ressemblent à la Terre, je pense que les habitants nous ressembleraient. Mais dans des planètes différentes, par exemple, toute la vie terrestre est basée sur le carbone. C'est les molécules de carbone, la Terre elle-même. Oui, l'hydrogène, l'oxygène, tout. etc. On est des êtres carbonés. Mais on sait maintenant aussi, je dirais pas construire, mais on voit bien le processus. Imaginez des planètes où on est construit à partir d'un atome qui est très proche du carbone, c'est le silicium. Donc il y aurait des habitants qui ne seraient pas du tout faits comme nous. Qui fonctionneraient au silicium, quoi. Oui, ils sont construits, qui seraient construits qui en sont silicium. construits à partir des chaînes de silicium agglomérées. Puis voilà, comme nous sommes d'atomes de carbone qui se sont puis qui ont capté un peu d'oxygène par-ci, un peu d'hydrogène par-là, un peu d'arsenic, et ça a fait mais ça. Oui, mais personne n'en a vu encore, Boualem, on ne sait pas. C'est possible, mais... On le sait. On le sait, comme on le Mais il y a sait. déjà très longtemps qu'on a fabriqué, on a reconstitué ce qu'on a appelé la soupe primitive. Donc on a pris de l'eau dans un bocal, on va dire, pour simplifier. On a mis du carbone, des choses comme ça, 3 gouttes de ceci, 4 gouttes de cela. Et on a soumis ça à des pressions, la pression atmosphérique. Et avec des bombardements, parce que la Terre est bombardée par des rayonnements cosmiques, gamma, rayons X, etc. Et on a attendu. Et puis on a vu se fabriquer des êtres vivants. Alors, au début, c'était des filaments de trucs, des chaînes carbonées se sont constituées, agglomérées. Et si on pouvait poursuivre cette expérience sur 1 million, 2 millions d'années, on verrait apparaître une vie autonome. Donc ça, on le sait le faire depuis très longtemps.
Oui, sauf qu'on l'a pas encore vu. Oui, il faudrait 1 million d'années, quoi. Voilà, c'est que... Alors, dans votre livre, vous évoquez à plusieurs reprises les Raéliens. Ils auraient été instruits par des extraterrestres pour porter un message d'amour, de paix et de tolérance à l'humanité et une promesse de sauvetage, écrivez-vous. Quel est votre point de vue sur leur théorie? Il y a des... Vous savez, c'est simple. Qui explique le monde a le pouvoir sur le monde. Donc, alors, les religieux sont arrivés avec un narratif, les gens y ont cru, ils ont été captés par ce narratif. Et la religion a dominé et a gouverné pendant des siècles. Elle continue d'ailleurs. Elle continue, en partie, oui. Voilà. Ensuite, ça a été quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé, c'est la politique. Donc voilà aussi des gens qui savent gouverner les peuples. L'idéologie. Ils ont gouverné. Et ainsi de suite. Ensuite, on a inventé des tas de... Alors, les sectes... alors, une religion, c'est quoi? C'est une secte qui a réussi. Tout à fait. Qui a imposé son... Mais il y a plein de petites sectes qui se débattent depuis des siècles et des siècles pour... Les témoins de Jéhovah, par exemple. Curieusement, les gens ne savent pas que l'un des premiers pays non européens, non chrétiens, converti par les témoins de Jéhovah, c'est l'Algérie. En 1962, l'indépendance arrive, débarquent ce qu'on a appelé les Pieds Rouges, donc c'est les socialistes, les Pieds Rouges, oui. participaient à tous les gauchistes qui venaient participer à la révolution algérienne, et puis les Pieds Verts, c'était les islamistes, donc qui venaient... et puis, on leur a pas donné des noms, mais les évangélistes et les témoins de Jéhovah sont venus en Algérie à ce moment-là. Ah oui. Et en l'espace de, comme on avait opté pour le socialisme, on a donc les Pieds Verts, donc les islamistes, on les a... Oui, mis de côté. Mis de côté, mais en très peu de temps, une proportion non négligeable d'Algériens sont devenus des évangélistes et des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai un frère qui, à 14 ans, a été converti par les témoins de Jéhovah. Il est parti avec les témoins de Jéhovah, il avait 14 ans, nous ne l'avons plus jamais revu jusqu'à l'année passée, il y a 2 ans où il est mort. Il est mort aux États-Unis comme un grand chef. Mais il y en a eu beaucoup comme ça, il y en a eu... Beaucoup. Ah ouais. Et quand Boumedienne a... Parce que la première période de l'Algérie, Ben Bella, les Pieds Rouges, c'était une période... Voilà, ça chantait, ça dansait, c'était un peu l'autogestion. On crée l'homme nouveau, le nouveau monde. Exactement, voilà, des discours tellement merveilleux, on y a tous cru. Hein. Et puis, Boumedienne arrive, fait un coup d'État, il dit la récréation est terminée. Donc il chasse tout le monde. Les Pieds Noirs, allez retourner chez vous. Les islamistes, aussi, il les a tous chassés. Et les témoins de Jéhovah. Et les évangélistes, et ils sont partis avec les Algériens qui s'étaient convertis. Mon frère faisait partie de la charrette. On ne l'a plus jamais revu. Et pourquoi alors aujourd'hui, dans votre livre, vous parlez des Raéliens, tout ça veut dire, ces gens-là feraient partie des appelés, ces gens-là parce qu'ils sont, disent-ils, en contact avec les extraterrestres, etc. Chaque secte choisit son chemin, quoi. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah disent que les catholiques, les protestants ont mal lu la Bible. Oui, chacun dit ça. Voilà. Chacun, les Raéliens n'ont pas cherché des dieux, c'est les extraterrestres. Quoi. Vous savez que il y a 30 ans, j'avais reçu Raël, j'avais une émission de télévision. Par exemple, Raël. Et Raël, je l'avais reçu. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'autour de France 3 Strasbourg, c'était à Strasbourg, les Raéliens avaient fait une espèce de cercle et commençaient à danser pour faire comme à Jéricho, quoi. Pour faire léviter France 3. Non, mais voilà, donc. Les Raéliens, mais il y a tellement de... Bon, chacun, je sais pas, aux États-Unis, les Mormons, les Amish, chacun choisit sa... Mais Boualem Sansal, c'est pas, en fait, vivre, c'est quelque part une parabole. En fait, vous tendez un miroir à l'autre monde pour lui dire ça va pas comme ça, il faut quand même changer la donne. Parce que c'est ça qu'on ressent. Le dessin tapé de la tapisserie du roman, c'est ça. On peut pas continuer comme ça. Ouais, on peut pas continuer comme ça. Vraiment, on peut pas, et puis ça devient très dangereux parce que chacun croit
droit à ce qu'il veut, pourquoi pas, s'il est pacifique, mais tout devient violent. Je veux dire, le capitalisme est devenu violent, il ne tolère aucune autre démarche. Les monétaristes ne croient qu'en la monnaie, les militaires ne croient qu'aux armes létales, les bombes atomiques, on devient très dangereux les uns pour les autres. Pourquoi ? Parce que, vous savez, moi je raconte tout le temps cette histoire-là, et ça, on le vérifie, hein. Scientifiquement ça a été vérifié 1000 fois. On prend un enclos, on met 50 poules. On leur donne à manger, c'est automatique, les choses se remplissent automatiquement. Elles sont toutes tranquilles. Elles sont là, elles font leur petite toute la journée. On ajoute 10 poules. Et on observe. Et puis on voit des petits énervements. Et au bout d'un certain temps, elles se calment. Parce qu'elles ont intégré ces 10 qui arrivent. Et puis et ainsi de suite. Et on ajoute 10. Et du coup, elles s'énervent. Et elles ne retrouvent plus le calme. Encore 10. Et elles commencent à se battre. Ouais. Alors que la nourriture ne manque pas. C'est tout le problème de mettre trop de gens ensemble, quoi. On a ce qu'on appelle la masse critique. C'est comme dans la bombe atomique. On met du plutonium avec machin. En dessous, voilà, c'est comme les Iraniens, ils peuvent pas faire la bombe atomique. On peut pas faire la bombe atomique avec un uranium enrichi à 60%. Il faut qu'il le soit à plus de 95%. Et voilà. Donc, la dernière poule provoque la guerre totale. Les poules s'entretuent, ne peuvent plus s'arrêter. Elles deviennent folles. Quelque chose a changé dans leur... on en est là. Et oui, oui. Vous dites que effectivement le monde en est là, et pourquoi faut dire la fin du monde. Mais pour que les gens changent, en prennent conscience, il faut leur offrir quelque chose, quoi. Abandonner tout ça, c'est pas payant. Rêvons à Rêvons à une autre terre. Vous aviez rêvé d'ailleurs à l'Abystan, hein, c'est ça, Céline? L'Abystan. Oui, c'était effectivement dans 2084, La fin du monde, le roman pour lequel vous aviez effectivement reçu le Grand Prix de l'Académie française en 2015. Mais là, vous aviez effectivement imaginé un immense empire fondé sur l'amnésie, la soumission totale au Dieu unique, une dictature islamiste mondiale. Cette prophétie, aujourd'hui, pensez-vous qu'elle peut vraiment se réaliser ? Moi, je suis absolument convaincu. Je veux dire, sauf... parce que là, on a ajouté la dernière poule, hein, donc elle est dans le poulailler, hein, donc on est en pleine guerre. Hein. C'est clair. L'islamisme fait la guerre au monde, le monde se protège et donc cherche à détruire la source de cette violence par différentes manières, hein, en mettant peut-être une baguette magique de la démocratie, poum, vous êtes démocrate, et donc c'est fini, ou... on construit des mécanismes, mais on est en plein dedans, hein, ça, on est en plein dedans. Et on voit que là où ils ont pu atteindre une certaine, pas majorité, mais cette masse critique, c'est fini. On peut plus revenir en arrière en Afghanistan. On peut pas revenir en arrière en Iran. On peut pas revenir en Algérie parce qu'on a mis la dernière poule. C'est fini. Mais oui, vous pensez pas, par exemple, non juste en Iran, Boualem Sansal, pour prendre que l'exemple de l'Iran, il y a quand même ces femmes admirables qui se battent, etc. Vous pensez que c'est trop tard, que c'est joué? Il n'y a pas une possibilité de renversement d'un régime? C'est arrivé, hein, dans l'histoire, y compris les régimes apparemment les plus solides. En ce moment, oui, mais en ce moment, il faut accepter l'étape de l'affrontement. Parce que, ça, bien sûr. Voilà, si on agit de cette manière-là, oui, on enlève le voile, des trucs, puis de toute façon on est réprimé, et ils perdent toujours, hein, donc il faut se résoudre comme en 1789. À un moment donné, il faut regarder un peu loin. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Oui, c'est toujours le problème. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Est-ce qu'on n'est pas prêt à sacrifier, hein? C'est ça. Boualem Sansal, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons poursuivre effectivement notre conversation sur votre dernier roman, Vivre. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
qui était donc l'idole des jeunes en Algérie, mais la hantise du pouvoir, Boualem Sansal. Son discours dérangeait et heurtait les traditions. Un discours hostile. Ouais. Non. Bon, c'était un chanteur, donc il exprimait une opinion partagée par une grande partie de la population, qui était fatiguée de la dictature, mais qui n'osait pas. Elle pensait tout bas, et lui, il a chanté ces choses-là. Donc, il les a dites de manière audible. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. Première étape, il cherche à récupérer. C'est un pouvoir très intelligent, une dictature intelligente. Il cherche à récupérer, souvent à l'insu de... Oui. C'est mon cas. C'est-à-dire C'est-à-dire comment ils cherchent à vous récupérer, par exemple, vous voilà. Non, c'est à chaque fois qu'on les accuse d'être des dictateurs, mais enfin, on n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal, il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, mais il vit en Algérie tranquillement, allez le voir. Oui, il est à Boubendes, tout va voilà, bien. donc voilà, il récupère, et ça... les services psychologiques de l'armée est très très intelligent. Ils ont développé des mécanismes, mais pas seulement à l'intérieur de l'Algérie, mais partout. Parmi les journalistes, beaucoup, avec les cadeaux évidemment qu'on offre, et les soirées qu'on organise à droite à gauche, ce que font très bien les Qataris et les Saoudiens, offrir des montres, des cadeaux et des beaux voyages, etc. Des voyages, etc. Ce que fait très bien aussi le Maroc en invitant des journalistes, des intellectuels dans les palaces, en prenant tout en charge. Et oui, mais ces dernières années, vous avez pris des positions tranchées sur l'intégrisme islamique. Est-ce que vous êtes senti parfois en danger en Algérie ? Franchement, vous y vivez au quotidien. Oui, ouais. On ne ressent pas le danger. Le danger, on le reçoit le jour où quelqu'un se présente. Ouais. Moi, j'ai assisté à l'assassinat un libraire hyper connu en Algérie. C'était un pied noir. Qui est resté à l'indépendance. Il était à Alger, c'était à Alger. Oui, à Alger, vraiment au centre-ville, la rue Michelet, c'est le centre. Et donc un jour, je passais là, et puis je vois un jeune, je sais pas comment il s'appelait, enfin peu importe, Gaston on va dire, qui était devant sorti de sa librairie pour fumer sa petite cigarette. Ouais. Et comme ça, puis il y a un jeune qui arrive, il se met en face de lui, et lui, là, il a compris qu'il était en danger. Parce que le gamin qui avait 16-17 ans a sorti son pétard et là, il a compris qu'il était en danger. Mais quand on comprend qu'on est en danger en ce moment-là, ça dure 30 secondes. Il lui a tiré 2 balles. Moi, j'étais à 4 mètres derrière. Je remontais la rue Michelet. Voilà. Tant que on n'est pas dans cette configuration, le danger... Alors, on a une perception théorique je pense que les Israéliens qui ont été dans les kibbutz et tout ça, vivaient avec cette idée qu'un jour, ils pourraient... un kamikaze pourrait venir... Mais on intériorise la chose, et on vit avec, et puis jusqu'au jour où ça se produit. Et là, la sidération... C'est sûr, c'est la sidération. Alors après l'Iran, l'Algérie a été le premier pays à soutenir l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Quel regard vous portez sur ce conflit ? 6 jours après, vous aviez déclaré dans le Figaro, l'Algérie soutient et finance le Hamas. C'est une réalité. Le Hamas tient avec les financements et l'aide d'un certain nombre de pays. Certains, c'est une aide militaire, comme le cas de l'Iran. Le Hezbollah en tant que parti contribue aussi parce qu'il reçoit de l'argent de partout et il en refile une partie à l'Algérie. Ça a toujours été une aide diplomatique, politique et financière. On donne de l'argent. Il y a 8 mois, il me semble, en tout cas moins d'une année, Mahmoud Abbas et comment s'appelle-t-il, le chef du Haniyeh. Ismaïl Haniyeh, oui. Oui, il était à Alger. L'Algérie essayait de
de rabibocher l'autorité palestinienne, le Hamas. Voilà. Mais Boualem Sansal, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez écrit, et ça va justement, c'est au-delà un peu des circonstances actuelles qui sont assez dramatiques, bien sûr. Vous avez écrit dans une interview, ce conflit n'a jamais été un conflit entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les pays arabes. C'est un vieux conflit céleste. Ben oui, Qu'est-ce que vous voulez ben, dire par là, que c'est un conflit céleste? on est passé c'est une patate chaude qu'on se passe les uns sur les autres. Hein. Donc, par exemple, tant que les pays arabes dans les années 60, 70, enfin, on va dire depuis 48, tant que ça les intéressait, ben, ils se sont appropriés le problème. Hein. Donc, à l'époque, les Palestiniens n'existaient pas. Oui. Qui s'est opposé à la résolution 132? Ce sont les quelques pays arabes qui existaient, qui siégeaient à l'ONU. Donc, qui ont refusé, qui ont déclenché la guerre. Et puis, évidemment, avec les suites que l'on connaît, Israël les a battus. Ils ont préparé de 48, là. Ouais, là, on est en 48. Ouais. Ils se sont remis à travailler pour 67, 73, et puis voilà. Etc. Mais le conflit a toujours, jusqu'à une date récente, il était un conflit entre pays arabes et Israël. Donc c'est une autre problématique. Les pays arabes utilisaient le sujet pour des questions internes. C'est tous des régimes illégitimes. Hein. Et comment se légitimer si c'est pas par les élections, la démocratie? Sur il faut le inventer dos d'une guerre céleste. Voilà, il faut inventer quelque chose. Et ils ont bien verrouillé la chose en créant une sorte d'ONU à eux qui donne le là, la Ligue arabe. Et donc il faut dire à la Ligue arabe ce qui les arrange. Voilà. Mais vous êtes pessimiste quant à l'avenir de ce conflit, quant à l'issue plutôt de ce conflit? Oui, je pense que ça va durer presque éternellement. Hein. Donc Israël, évidemment, n'acceptera jamais d'être éradiqué. Hein. Elle se défendra, quitte à utiliser vraiment des moyens extrêmes. Hein. C'est tout à fait possible. On peut pas aussi tuer tous les Palestiniens, ils sont là. Il va y avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de... Oui. Donc Boualem Sansal, c'est pour ça qu'il faut prendre un vaisseau spatial et partir. Oui. Bon, en attendant cela, je pense qu'on a intérêt quand même à réviser nos concepts. Par exemple, tout à l'heure, on parlait par exemple des intellectuels qui abandonnent leur fonction sociale, qui est de transmettre le savoir. Et même leur fonction d'intelligence, enfin. Exactement, ouais. Absolument. Et les États puissants, les grands pays ont abandonné leur je dirais pas de gendarmes du monde, mais enfin, qu'est-ce qui fait que les enfants se battent mais ne se tuent pas? C'est parce qu'il y a les adultes derrière qui surveillent. Bien sûr. On les laisse se battre jusqu'à un certain point, tant que c'est un jeu, et même quand ça devient un volant, parce que ça participe de leur éducation. Les puissants ont oublié leur fonction de médiation. Et d'apaisement. C'est ça. Et même, ils les encouragent. Ouais. Les États-Unis ont encouragé l'islamisme pour bloquer l'avancée du communisme. Et puis pour affaiblir certains régimes arabes qui grâce au pétrole, pensaient détenir un pouvoir suprême. Boualem Sansal, avant de se quitter, parce que malheureusement la fin de cette émission arrive, un mot sur votre dernier roman Vivre. Comme Paolo et Jason, les deux personnages principaux, est-ce que vous aimeriez avoir un sésame pour ouvrir la porte du ciel et quitter la terre avant faillite? Avoir un sésame, oui, moi franchement, j'aurais aimé être de ces appelés, et voilà, puis on se met ensemble et on va trouver des moyens de quitter la Terre en bon ordre d'abord, parce que c'est très difficile de sauver 4 milliards d'êtres humains. Il y a des passages qui expliquent l'impossibilité de la chose. On n'a pas assez de moyens de transport. Et puis la fusée est tellement grande qu'elle ne peut pas se poser sur Terre, donc il faut aller la rejoindre. Et, oui, c'est-à-dire que les appelés ont une fonction sociale, dans la mesure où ils sont appelés, et il faut que... Et là, ils l'ont fait, ils le font, mais pas trop. Ils ont cherché les élus, et ils n'ont rien fait pour sauver les autres.
On ira tous au paradis. On ira, peut-être. Espérons. Merci, Boualem Sansal. Merci à vous. Merci d'être venu sur Sud Radio. Votre roman Abraham, la 5e alliance, dans lequel vous nous offrez une parabole sur la puissance et les faiblesses de la pensée religieuse, va sortir en folio le 25 janvier. D'ici là, chers auditeurs, lisez Vivre, le dernier roman de Boualem Sansal, paru chez Gallimard. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.